Vous savez, ce qui me fait vraiment peur, ce qui me tient éveillé la nuit en tant que psychiatre depuis plus de 30 ans, ce n'est pas la dépression, ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas même la solitude chronique. Ce qui me terrifie profondément, c'est de voir des femmes extraordinaires, des femmes brillantes, sensibles, vivantes, passer à côté de l'amour véritable parce que personne ne leur a jamais expliqué ce qui se passe réellement dans la tête d'un homme quand il tombe amoureux. Personne. Pas leur mère, pas leurs amis, pas les magazines, pas les films romantiques qui nous mentent depuis des décennies. Et aujourd'hui, je vais briser ce silence. Parce que vous méritez la vérité, pas les contes de fées. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute et j'ai passé ma carrière à étudier les émotions humaines, les mécanismes de l'attachement, les dynamiques relationnelles les plus complexes. J'ai accompagné des milliers de patients, hommes et femmes, à travers des ruptures dévastatrices, des réconciliations miraculeuses, des amours qui renaissaient de leurs cendres et d'autres qui s'éteignaient définitivement. Et ce que j'ai appris, ce que la science de la psychologie nous enseigne avec une clarté absolue, c'est que les hommes amoureux ont des comportements très spécifiques, très identifiables, mais qu'ils ne verbalisent presque jamais. Ils agissent. Ils ne parlent pas. Et si vous ne savez pas décoder ces signaux, vous pouvez passer à côté de quelque chose d'immense ou pire. Vous pouvez laisser partir quelqu'un qui vous aimait profondément sans même vous en rendre compte. Imaginez une scène très ordinaire. Vous êtes dans votre cuisine un dimanche matin, le café chauffe, la lumière entre par la fenêtre et vous pensez à lui. Peut-être à votre ex-mari, peut-être à cet homme qui vous a quitté il y a 6 mois, peut-être à quelqu'un avec qui vous avez partagé 20 ans de votre vie. Vous vous demandez ce qu'il fait et s'il pense à vous, si ce que vous avez vécu ensemble avait vraiment de la valeur pour lui. Et dans ce moment de vulnérabilité totale, une question surgit, une question que vous n'osez peut-être pas formuler à voix haute, mais qui est là, présente, douloureuse. Est-ce qu'il m'a vraiment aimé ? Est-ce qu'il pourrait encore m'aimer? Et sinon, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tourner la page? Cette scène, je l'ai entendue des centaines de fois dans mon cabinet. Des femmes de 45 ans, de 50 ans, des 55 ans, des femmes qui ont construit des carrières, élevé des enfants, traversé des tempêtes et qui se retrouvent face à cette question fondamentale sur l'amour. Et je vais vous dire quelque chose d'important, quelque chose que vous devez entendre maintenant avant d'aller plus loin. Le fait que vous vous posiez cette question n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de votre intelligence émotionnelle, de votre profondeur, de votre capacité à vous connecter à ce qui compte vraiment dans la vie. Les femmes qui se posent ces questions sont les femmes les plus précieuses qui soient. Et vous êtes l'une d'elles. Mais voici ce que je dois vous dire aussi, et je vais être direct parce que c'est mon rôle, parce que vous le méritez. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui comment un homme amoureux se comporte réellement, si vous ne savez pas reconnaître ces 7 choses que les hommes font quand ils tombent vraiment amoureux, mais ne disent jamais, vous risquez de commettre des erreurs irréparables. Des erreurs qui pourraient vous coûter votre dernière chance avec lui, ou pire, des erreurs qui vous empêcheront d'être vraiment aimé par n'importe quel homme pour le reste de votre vie. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça parce que c'est la réalité que j'observe chaque jour dans mon cabinet, dans mes recherches, dans les études scientifiques sur l'attachement amoureux. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette conversation parce que ce que je vais partager avec vous va changer votre façon de voir les hommes, les relations et surtout vous-même. Et si vous trouvez de la valeur dans ce que nous allons explorer ensemble, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que chaque semaine, je partage des outils concrets, des analyses psychologiques profondes et des stratégies pratiques pour que vous puissiez vivre des relations qui vous élèvent plutôt que des relations qui vous épuisent. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant parce que les prochaines vidéos que je prépare sont encore plus puissantes que celles-ci et vous ne voudrez pas les manquer. Maintenant, parlons du vrai problème. Parce que voici ce qui se passe dans la réalité et c'est difficile à entendre, mais vous êtes assez forte pour l'entendre. Pendant que vous êtes dans votre cuisine un dimanche matin à vous demander s'il vous a aimé, pendant que vous analysez chaque message qu'il vous a envoyé, chaque regard, chaque silence, pendant que vous parlez de lui, vos amis en cherchant des réponses, lui, il vit. Il avance et si vous ne comprenez pas rapidement ce qui se passe dans sa tête, si vous ne savez pas comment répondre aux signaux qu'il envoie ou qu'il a envoyés, il va trouver quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il ne vous aimait pas, mais parce que les hommes ont besoin de se sentir compris d'une façon très spécifique et si cette compréhension n'est pas là, ils partent vers quelqu'un qui leur donne cette sensation. J'ai vu ça se produire tellement de fois que ça me brise le cœur.
Un homme qui aimait profondément sa femme, qui envoyait tous les signaux de l'amour véritable, mais ces signaux n'étaient pas reconnus, pas valorisés, pas compris. Et progressivement, cet homme s'est éteint dans la relation, il a commencé à chercher ailleurs cette connexion, cette validation, ce sentiment d'être vu. Et la femme qu'il aimait sincèrement n'a pas compris ce qui s'était passé. Elle pensait qu'il avait changé, mais non, il avait toujours été le même. C'est la communication entre eux qui avait échoué. Et voici la partie qui fait vraiment mal, la partie dont personne ne parle. Quand un homme trouve une autre femme après une séparation, ce n'est pas toujours parce que cette autre femme est plus belle, plus intelligente, plus intéressante. Souvent, c'est simplement parce que cette autre femme comprend instinctivement ou a appris à comprendre comment un homme amoureux se comporte. Elle reconnaît ses signaux et y répond de la bonne façon. Et l'homme se sent vu, compris, désiré d'une façon qui le touche profondément. Et il reste et il construit une vie avec elle. Pendant que vous restez avec vos questions sans réponse, vos regrets et ce sentiment douloureux d'avoir raté quelque chose d'essentiel. Ça ne doit pas se passer comme ça, pas pour vous, pas aujourd'hui. Parce que vous avez quelque chose que cette autre femme n'a peut-être pas encore. Vous avez la conscience, la profondeur et maintenant vous allez avoir les connaissances. Et ces trois éléments ensemble, c'est une combinaison imbattable. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Quelque chose que j'ai observé dans ma pratique clinique et que les études en neurosciences confirment de façon remarquable. Les femmes entre 45 et 60 ans sont objectivement les femmes les plus puissantes émotionnellement qui existent. Ce n'est pas une flatterie, c'est une réalité neurologique. À cet âge, vous avez développé des capacités d'empathie, de régulation émotionnelle et de lecture des situations humaines qui sont littéralement incomparables à celles d'une femme de 25 ans. Vous avez traversé assez de choses pour savoir ce qui compte vraiment et vous avez encore toute la vie devant vous pour l'utiliser. Alors ne laissez personne vous faire croire que vous êtes moins désirable, moins aimable, moins précieuse parce que vous avez atteint la cinquantaine. C'est l'un des mensonges les plus cruels que notre société propage et je refuse de le laisser passer sans le dénoncer clairement. La vraie attractivité, celle qui crée des amours durables et profonds, n'a rien à voir avec l'âge, elle a tout à voir avec la façon dont vous vous connectez à vous-même et aux autres. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Parce que si vous êtes encore là, c'est que vous êtes sérieuse, vous voulez vraiment comprendre et vous méritez des réponses concrètes. Alors je vais vous parler de ces 7 choses que les hommes font quand ils tombent vraiment amoureux. Ces comportements que la science a documentés, que j'ai observés dans ma pratique et que les hommes eux-mêmes ne savent souvent pas expliquer parce qu'ils ne les vivent pas de façon consciente. Ces comportements sont automatiques, instinctifs, presque biologiques, et une fois que vous les connaissez, vous ne pourrez plus ne pas les voir. La première chose qu'un homme fait quand il tombe vraiment amoureux, c'est qu'il devient protecteur d'une façon très spécifique, très différente de la simple galanterie. Et je veux être précis ici parce que la nuance est importante. Il ne s'agit pas de l'homme qui ouvre les portes par habitude ou politesse, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus viscéral. Quand un homme est vraiment amoureux, il ressent ce que les psychologues appellent l'instinct de protection primaire. C'est une réponse neurologique réelle documentée qui implique une activation de l'amygdale et une libération d'hormones spécifiques, notamment la vasopressine qui est souvent appelée l'hormone de l'attachement masculin. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie quotidienne? Ça veut dire qu'il marche du côté de la route quand vous êtes sur le trottoir. Pas parce qu'il l'a décidé consciemment, mais parce que son corps le fait automatiquement. Ça veut dire qu'il vérifie si votre voiture est garée dans un endroit sûr quand vous rentrez tard. Ça veut dire qu'il se souvient que vous aviez mentionné avoir peur des araignées et qu'il s'en occupe sans que vous ayez à demander. Ces petits gestes, ces micro-comportements de protection ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux d'amour que les hommes envoient constamment mais que les femmes interprètent souvent comme de simples habitudes ou de la politesse ordinaire. Et voici ce qui est fascinant du point de vue de la psychologie. Quand une femme ne reconnaît pas ces gestes comme des actes d'amour, quand elle les minimise ou les ignore, l'homme ressent inconsciemment que son amour n'est pas reçu. Il ne peut pas l'articuler, il ne va pas vous dire « je me sens rejeté parce que tu n'as pas apprécié que je marche du côté de la route ». Ce serait absurde. Mais cette accumulation de petits non-reconnaissances crée, avec le temps, un sentiment de déconnexion dans son cœur. Et c'est souvent là que les relations commencent à s'effriter, non pas à cause d'une grande trahison, mais à cause d'une longue série de petits malentendus.
qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette information? Quelque chose de très simple mais de très puissant. La prochaine fois qu'un homme fait un de ces gestes pour vous, ne le laissez pas passer en silence, remarquez-le, nommez-le. Pas de façon dramatique, pas de façon exagérée, juste un simple merci sincère, un regard qui dit « j'ai vu ce que tu viens de faire et ça compte pour moi ». Ces moments de reconnaissance, c'est comme de l'oxygène pour un homme amoureux. Il lui confirme que son amour est visible, qu'il est reçu, qu'il compte. Et cela renforce le lien entre vous d'une façon que des heures de conversation ne pourraient pas accomplir. Je me souviens d'une patiente que j'ai accompagnée, je vais l'appeler Martine pour préserver sa confidentialité, une femme extraordinaire de 52 ans, directrice d'une grande entreprise, brillante, charismatique, mais qui se plaignait que les hommes dans sa vie ne l'aimaient jamais vraiment. Après plusieurs séances, j'ai réalisé que Martine avait un problème très spécifique. Elle était tellement habituée à être autonome, tellement compétente dans tous les domaines de sa vie qu'elle avait développé une sorte d'imperméabilité au reste d'amour masculin. Elle les voyait comme superflus, comme des manifestations d'un paternalisme dont elle n'avait pas besoin, et les hommes en face d'elle se sentaient inutiles, pas parce qu'elle était froide, mais parce qu'elle n'avait pas appris à recevoir. Recevoir est une compétence, c'est peut-être la compétence relationnelle la plus importante et la moins enseignée aux femmes. On vous apprend à donner, à prendre soin, à vous occuper des autres, mais recevoir avec grâce, avec ouverture, avec une vraie présence, c'est quelque chose que beaucoup de femmes n'ont jamais vraiment pratiqué. Et pourtant, c'est ce qui permet à un homme de se sentir vraiment amoureux, vraiment connecté, vraiment nécessaire dans votre vie. Alors voici votre premier outil pratique pour aujourd'hui pendant les 7 prochains jours. Chaque fois qu'un homme fait quelque chose pour vous, peu importe à quel point c'est petit, regardez-le dans les yeux et dites merci d'une façon qui montre que vous avez vraiment remarqué. Pas merci par politesse, merci parce que j'ai vu ce que tu viens de faire et ça compte, observez ce qui s'est passé. Je peux vous garantir que vous serez surprise par les résultats. La deuxième chose qu'un homme fait quand il tombe vraiment amoureux, et c'est peut-être la plus surprenante, c'est qu'il commence à parler de l'avenir d'une façon très particulière. Pas nécessairement de façon romantique, pas nécessairement de façon explicite, mais il commence à intégrer votre existence dans ses projections futures. Et ça, c'est un signal d'une importance capitale que beaucoup de femmes ratent complètement. Concrètement, qu'est-ce que ça ressemble ? Il dit des choses comme quand on ira à Rome l'année prochaine où il mentionne un restaurant qu'il veut vous faire découvrir dans 6 mois, où il parle d'un film qui sort dans 3 mois en disant on devrait aller le voir. Cette petite projection dans le futur, ces petits nous qui incluent votre présence dans sa vie à venir, ce sont des déclarations d'amour déguisées. Ce sont des façons pour lui de vous dire tu comptes assez pour que je t'imagine encore là demain, dans 6 mois, dans 1 an. Et les hommes font ça instinctivement sans même réaliser ce qu'ils révèlent. La science de l'attachement développée par John Bowlby et enrichie par des décennies de recherche ultérieures nous montre clairement que l'intégration de l'autre dans notre vision du futur est l'un des indicateurs les plus fiables d'un attachement profond. Quand vous apparaissez dans les projections futures d'un homme, quand il vous inclut dans ses plans sans que vous ayez eu à le demander, c'est que votre présence est devenue naturelle, évidente, nécessaire dans son monde y intérieur. C'est l'amour qui parle à travers les détails pratiques de la vie quotidienne. Et voici ce qui est douloureux. Combien de femmes ont entendu ces projections sans les reconnaître pour ce qu'elles étaient ? Combien de fois avez-vous peut-être dit « oui, bonne idée » sans réaliser que l'homme en face de vous était en train de vous dire « je t'aime à sa façon », avec ses mots à lui, avec son langage à lui ? Et combien de fois, en ne répondant pas à cette déclaration d'amour déguisée avec la même énergie, avec le même enthousiasme, avez-vous envoyé le signal que vous n'étiez pas aussi investi que lui ? Voici quelque chose que je veux que vous compreniez profondément, les hommes et les femmes n'ont pas le même langage de l'amour. Ce n'est pas un cliché, c'est une réalité neurologique et culturelle. Les femmes ont tendance à exprimer l'amour verbalement, émotionnellement, directement. Les hommes ont tendance à l'exprimer à travers les actes, les projets, les gestes concrets. Et quand ces deux langages ne se comprennent pas mutuellement, c'est la catastrophe relationnelle assurée. Permettez-moi de vous poser une question et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Est-ce que dans votre dernière relation, vous avez peut-être interprété le manque de mots d'amour comme un manque d'amour tout court? Est-ce que vous avez peut-être ignoré des gestes, des projets, des petites attentions parce que vous attendiez des déclarations verbales qui n'arrivaient pas? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. C'est l'erreur la plus commune que j'observe dans ma pratique et elle est responsable d'un nombre incalculable de séparations qui n'auraient pas dû avoir lieu.
L'outil pratique pour cette deuxième chose, c'est d'apprendre à écouter le langage des projets. Quand un homme vous inclut dans son futur, même de façon anodine, répondez avec enthousiasme. Dites oui, j'adorerais ou ça me ferait vraiment plaisir. Montrez-lui que vous aussi, vous vous projetez avec lui. Cette synchronisation des futurs est l'un des ciments les plus puissants d'une relation amoureuse durable. Voici quelque chose que peu de gens savent et ça va peut-être vous surprendre. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a montré que les couples qui utilisent fréquemment le pronom nous, dans leur conversation, ont des relations significativement plus stables et plus satisfaisantes que ceux qui utilisent majoritairement j et tu. Le simple fait de parler au nous crée une identité collective, un sentiment d'appartenance mutuelle qui renforce l'attachement. Alors, la prochaine fois que vous parlez de votre relation, même informellement, essayez de glisser quelques nous et observez ce que ça fait dans la dynamique de la conversation. La troisième chose qu'un homme fait quand il tombe vraiment amoureux, c'est quelque chose que j'appelle la vigilance douce. Et c'est l'un des comportements les plus touchants que j'ai jamais observé dans ma carrière. Un homme amoureux devient attentif aux détails de votre vie d'une façon qui peut sembler presque anormale. Il se souvient que vous avez mentionné une fois que vous n'aimez pas les olives et 3 mois plus tard, quand il commande pour vous, il demande sans olives. Il remarque que vous êtes fatigué avant même que vous l'ayez dit. Il se souvient de la date de votre rendez-vous médical important et vous envoie un message ce matin-là pour vous souhaiter bonne chance. Ces comportements ne sont pas le fruit d'un effort conscient de sa part. Ils sont la manifestation naturelle de ce que les neurosciences s'appellent l'attention sélective dirigée par l'affection. Quand nous aimons quelqu'un, notre cerveau accorde automatiquement plus de ressources attentionnelles à tout ce qui concerne cette personne. Ses préférences, ses habitudes, ses peurs, ses joies deviennent des informations prioritaires que notre cerveau stocke et rappelle automatiquement. C'est littéralement de la biologie de l'amour. Et voici ce qui est remarquable, cette vigilance douce est souvent plus révélatrice des sentiments d'un homme que n'importe quelle déclaration verbale, parce qu'on peut dire « je t'aime » sans le penser vraiment. Mais on ne peut pas se souvenir pendant des mois des préférences alimentaires de quelqu'un qu'on n'aime pas. La mémoire affective est honnête d'une façon que les mots ne sont pas toujours. Je me souviens d'un patient, appelons-le Philippe, 57 ans, qui était venu me voir parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi sa femme disait qu'il ne l'aimait plus. Il était dévasté. Il m'a dit, mais je me souviens de tout ce qu'elle me dit, je fais attention à elle constamment, je sais exactement ce dont elle a besoin avant même qu'elle le demande. Et sa femme, de son côté, disait « Tu ne me dis jamais que tu m'aimes, tu ne me fais jamais de compliments ». Ces deux personnes s'aimaient profondément, mais parlaient des langages de l'amour totalement différents. Philippe exprimait son amour à travers l'attention et la mémoire. Sa femme avait besoin de mots, et ni l'un ni l'autre n'avait compris le langage de l'autre. Nous avons travaillé ensemble pour qu'ils apprennent à se traduire mutuellement. Et je peux vous dire que quand sa femme a commencé à remarquer et à nommer la vigilance douce de Philippe, quand elle a dit « Je vois que tu te souviens de tout ce que je te dis et ça me touche profondément, quelque chose », de magnifique s'est produit dans leur relation. Philippe s'est senti vu pour la première fois depuis des années et sa femme a commencé à recevoir son amour d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Votre outil pratique pour cette troisième chose, commencez à remarquer ce que l'homme dans votre vie ou l'homme que vous voulez reconquérir se souvient de vous. Pas les grandes déclarations, pas les gestes dramatiques. Les petits détails, et quand vous les remarquez, nommez-les. Dites, tu te souviens que je t'avais dit ça? Ça me touche vraiment que tu aies retenu ça. Ce moment de reconnaissance va créer une connexion émotionnelle d'une profondeur que vous n'imaginez peut-être pas encore. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose d'urgent. Parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez senti que quelque chose s'est brisé dans une relation importante. Et je dois vous dire la vérité, même si elle est difficile à entendre, le temps ne joue pas en votre faveur. Chaque jour qui passait sans que vous compreniez ces mécanismes, et c'est un jour où lui continue à vivre, à rencontrer des gens, à se reconstruire. Et il y a peut-être quelqu'un en ce moment même qui est en train d'apprendre à lire ses signaux, à répondre à ses besoins, à lui donner ce sentiment d'être compris qu'il cherche. Et si cette personne le trouve avant vous, la fenêtre se fermera. Pas définitivement peut-être, mais significativement. Et vous méritez trop de prendre ce risque. Alors restez avec moi parce que nous n'avons pas encore abordé les 4 choses les plus importantes et les plus subtiles, les plus puissantes. Et c'est dans ces 4 dernières que se trouvent les clés vraiment transformatrices. La 4e chose qu'un homme fait quand il tombe vraiment amoureux, c'est qu'il change ses priorités sans l'annoncer. Et c'est
fascinant à observer. Avant de tomber amoureux, il avait peut-être ses soirées avec ses amis, ses week-ends de sport, ses habitudes bien établies. Et progressivement, sans faire de discours, sans vous demander la permission, sans même en être pleinement conscient, il réorganise son temps pour que vous y ayez une place. Il annule une sortie entre amis pour pouvoir vous voir, il choisit de rester avec vous plutôt que de regarder le match, il réorganise son agenda professionnel pour être disponible à un moment qui vous convient. Ces changements de priorité sont des actes d'amour monumentaux que les hommes ne verbalisent pratiquement jamais, parce que pour un homme, ces changements sont évidents, naturels, ils ne méritent pas d'être soulignés. Mais pour une femme qui cherche des preuves verbales d'amour, ces changements peuvent passer complètement inaperçus et c'est une tragédie relationnelle qui se joue en silence. La psychologie évolutionnaire nous explique pourquoi les hommes fonctionnent ainsi. Les hommes ont été conditionnés à la fois biologiquement et culturellement à exprimer leurs valeurs et leur amour à travers les actions plutôt que les mots. Pour un homme, faire quelque chose pour vous est une déclaration d'amour beaucoup plus forte que de dire quelque chose. Et quand cette déclaration n'est pas reconnue, quand ces sacrifices de temps et d'énergie ne sont pas vus, il ressent une forme de frustration profonde qu'il ne sait souvent pas exprimer autrement que par le retrait progressif. Voici une question que je vous pose directement. Dans votre dernière relation ou dans votre relation actuelle, avez-vous remarqué ces changements de priorité ? Avez-vous dit merci d'avoir annulé ta soirée pour être avec moi, ça compte vraiment? Ou avez-vous peut-être pris ces changements pour acquis, comme si c'était normal, comme si c'était la moindre des choses? Si c'est le cas, et je vous le dis sans jugement parce que c'est une erreur que presque tout le monde fait, vous avez peut-être manqué des dizaines d'opportunités de renforcer le lien amoureux d'une façon très concrète. L'outil pratique pour cette quatrième chose est simple mais transformateur. Commencez à tenir mentalement ou même physiquement, si ça vous aide, un journal des changements de priorité que l'homme dans votre vie fait pour vous. Chaque fois qu'il réorganise quelque chose pour vous, notez-le et trouvez une façon de lui montrer que vous avez vu, pas de façon dramatique, pas de façon qui le mette mal à l'aise. Juste un regard, un sourire, un merci sincère qui dit « je sais ce que tu viens de faire et ça compte pour moi ». Permettez-moi de vous parler maintenant d'une étude qui m'a profondément marqué. Les chercheurs de l'Université de Californie ont suivi des couples pendant 10 ans et ont identifié ce qu'ils ont appelé les moments de tournant positif, des moments spécifiques où l'un des partenaires se sent vraiment vu et reconnu par l'autre. Ils ont découvert que ces moments, même quand ils sont très courts, même quand ils durent seulement quelques secondes, ont un impact neurologique mesurable sur le sentiment d'attachement. Le cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, et cette libération crée une association positive durable avec la personne qui a créé ce moment. En d'autres termes, chaque fois que vous reconnaissez sincèrement un geste d'amour de sa part, vous créez littéralement de la chimie amoureuse dans son cerveau. C'est de la science, pas de la magie. La cinquième chose qu'un homme fait quand il tombe vraiment amoureux est peut-être la plus contre-intuitive, la plus difficile à interpréter, et c'est pourquoi elle cause tant de malentendus. Quand un homme tombe vraiment amoureux, il devient parfois plus silencieux, plus retiré en apparence. Et les femmes, naturellement, interprètent ce silence comme un désinterite, comme un refroidissement, comme un signe qu'il s'éloigne, et elles paniquent. Et ce panique les pousse à demander ce qui ne va pas, à chercher des explications, à intensifier la communication. Et l'homme, submergé par cette intensité, se retire encore plus et le cercle vicieux est lancé. Mais voici ce que j'ai observé dans ma pratique clinique et que la recherche en psychologie masculine confirme. Ce silence n'est pas un retrait, c'est une intégration. Quand un homme tombe vraiment amoureux, son cerveau a besoin de temps pour traiter cette expérience émotionnelle intense. Les hommes ont généralement moins de connexion entre le cortex préfrontal, la zone du langage et de la pensée rationnelle, et le système limbique et la zone des émotions que les femmes. Ce qui signifie qu'il leur faut littéralement plus de temps pour mettre des mots sur leurs émotions, pour les traiter, pour les intégrer. Pendant ce temps de traitement qui peut durer des heures ou même des jours, l'homme peut sembler distant, préoccupé, moins présent. Mais intérieurement, il est en train de faire quelque chose de très important. Il est en train de réaliser à quel point vous comptez pour lui. Il est en train de mesurer la profondeur de ses sentiments. Et ce processus intérieur est intense, parfois même effrayant pour lui, parce que tomber vraiment amoureux rend vulnérable. Et la vulnérabilité n'est pas quelque chose que les hommes ont appris à gérer facilement. Alors la prochaine fois qu'un homme devient silencieux, la prochaine fois qu'il semble se retirer légèrement, au lieu de paniquer, au lieu de demander ce qui ne va pas, essayez quelque chose de radical. Donnez-lui l'espace avec sérénité.
Pas avec froideur, pas avec distance punitive, mais avec une présence douce et non invasive. Soyez là, disponible mais sans pression. Et observez comment il revient. Parce que quand vous lui donnez l'espace dont il a besoin pour intégrer ses émotions, quand il revient vers vous, il revient avec plus d'amour, plus de clarté, plus d'ouverture que s'il avait été poussé à parler avant. D'être prêt. C'est l'un des principes fondamentaux de la pleine conscience appliquée aux relations, la présence sans pression. Être là, vraiment là, mais sans exiger que l'autre soit là de la même façon, au même moment, avec la même intensité. Cette qualité de présence est extraordinairement rare et extraordinairement attractive. Et les hommes y sont profondément sensibles, même s'ils ne savent pas l'articuler. Je veux vous poser une question maintenant et je veux que vous y répondiez honnêtement pour vous-même. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où un homme s'est retiré et où votre réaction de panique a peut-être accéléré son retrait? Est-ce que vous avez déjà senti que plus vous poussiez, plus il s'éloignait? Si oui, vous n'êtes pas seul et vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement répondu de façon humaine et naturelle à ce qui ressemblait à une menace pour votre lien. Mais maintenant, vous savez qu'il existe une autre façon de répondre, une façon qui préserve le lien plutôt que de l'étirer jusqu'à la rupture. Votre outil pratique pour cette cinquième chose, la prochaine fois qu'il devient silencieux, dites-lui simplement « je suis là si tu veux parler et sinon c'est bien aussi ». Et puis faites quelque chose pour vous, quelque chose qui vous rend heureuse, quelque chose qui vous rappelle que vous êtes une personne complète et épanouie indépendamment de lui. Cette combinaison vous montrez disponible sans être pressante et vous montrez épanoui de façon autonome est l'une des choses les plus attractives que vous puissiez faire pour un homme qui vous aime. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, quelque chose que j'ai vu transformer des vies de façon spectaculaire. Parce que nous sommes à mi-chemin de notre conversation et je veux m'assurer que vous avez déjà des outils concrets, des choses que vous pouvez commencer à appliquer aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Et l'une des choses les plus importantes, ce que vous puissiez faire dès maintenant, c'est de travailler sur votre propre énergie émotionnelle. Voici ce que j'entends par là. Les hommes, comme tous les êtres humains, sont extraordinairement sensibles à l'énergie émotionnelle des personnes qui les entourent. Ils ne l'appellent pas énergie émotionnelle. Bien sûr, ils l'appellent ambiance ou feeling ou quelque chose dans ce genre. Mais ce qu'ils ressentent, c'est la qualité de votre présence émotionnelle. Et cette qualité est directement liée à votre rapport à vous-même. Une femme qui est en paix avec elle-même, qui s'aime et se respecte, qui a une vie intérieure riche et une vie extérieure satisfaisante, rayonne quelque chose d'absolument irrésistible. Pas parce qu'elle joue un rôle, pas parce qu'elle suit une stratégie de séduction, mais parce que l'authenticité et l'épanouissement personnel sont les deux qualités les plus attractives qui existent pour les hommes comme pour les femmes. Et voici la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle de cette conversation. Vous pouvez développer cette qualité de présence, vous pouvez cultiver cet épanouissement et vous pouvez le faire maintenant à cet âge, dans cette vie. En fait, les recherches en psychologie positive montrent que les femmes entre 45 et 60 ans ont le potentiel d'épanouissement personnel le plus élevé de toutes les tranches d'âge. Parce qu'elles ont l'expérience pour savoir ce qui compte vraiment, la maturité pour ne plus gaspiller leur énergie sur ce qui ne compte pas, et souvent pour la première fois de leur vie, le temps et l'espace pour s'investir vraiment dans leur propre développement. Alors ne me dites pas qu'il est trop tard, ne me dites pas que vous avez raté votre chance, vous n'avez rien raté. Vous êtes exactement là où vous devez être pour commencer ce qui pourrait être la plus belle période de votre vie. La sixième chose qu'un homme fait quand il tombe vraiment amoureux est peut-être la plus belle, la plus touchante, et c'est celle qui me donne le plus d'espoir dans la nature humaine. Quand un homme tombe vraiment amoureux, il devient vulnérable, pas de façon dramatique, pas de façon exhibitionniste, mais de façon subtile, presque imperceptible, il commence à partager des choses qu'il ne partage normalement avec personne. Des doutes, des peurs, des souvenirs d'enfance, des rêves qu'il n'a jamais osé poursuivre. Des regrets qu'il porte depuis des années. Cette vulnérabilité masculine est extraordinairement rare et extraordinairement précieuse. Parce que les hommes sont conditionnés depuis l'enfance à ne pas montrer leurs failles, à être forts, à gérer leurs émotions seuls. Quand un homme choisit de vous montrer ses failles, quand il vous confie quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne, c'est l'acte de confiance le plus profond qu'un homme puisse faire. C'est sa façon de dire « je t'aime assez pour te laisser me voir vraiment ». Et voici ce qui est crucial, ce qui peut tout changer ou tout briser dans ce moment. Comment vous répondez à cette vulnérabilité ? Si vous la minimisez, si vous changez de soufflet rapidement, si vous semblez mal à l'aise face à ces émotions, il va se refermer comme une huître et ne rouvrira peut-être jamais cette porte.
Mais si vous accueillez sa vulnérabilité avec douceur et sans jugement, si vous lui montrez que ses failles ne le diminuent pas à vos yeux, mais au contraire le rendent plus humain et plus proche de vous, alors vous créez un niveau de connexion émotionnelle qui est pratiquement indestructible. La recherche de Brené Brown sur la vulnérabilité, que j'admire profondément même si mon approche est différente de la sienne, montre clairement que les relations les plus solides et les plus satisfaisantes sont celles où les deux partenaires ont pu se montrer vulnérables et ont été accueillis avec bienveillance. La vulnérabilité partagée est le ciment de l'amour durable, et c'est l'homme qui prend le premier risque, qui s'expose en premier, qui ouvre la porte. Votre rôle est de l'accueillir de façon à ce qu'il veuille garder cette porte ouverte. Votre outil pratique pour cette 6e chose. La prochaine fois qu'un homme vous confie quelque chose de personnel, quelque chose qu'il ne dit pas normalement, résistez à l'envie de donner des conseils, de minimiser ou d'échanger de souquet. À la place, dites simplement merci de me faire confiance avec ça ou je suis contente que tu me l'aies dit. Ces phrases simples signalent à son cerveau que sa vulnérabilité a été reçue avec sécurité et elle, je l'encourage à s'ouvrir encore plus. Nous approchons de la 7e et dernière chose et je veux que vous soyez bien installés, bien présentes parce que c'est peut-être la plus importante de toutes. Mais avant d'y arriver, je dois vous parler de quelque chose qui me préoccupe sincèrement. Parce que je vois trop de femmes extraordinaires qui ont toutes ces qualités, qui sont capables de toutes ces choses dont je vous parle, mais qui se sabotent elles-mêmes à cause d'une croyance profondément ancrée et profondément fausse. Cette croyance, c'est que l'amour est quelque chose qu'on doit mériter, quelque chose qu'on doit gagner, quelque chose qu'on doit constamment justifier. Et cette croyance est toxique. Elle vous pousse à vous dévaloriser, à vous effacer, à accepter moins que ce que vous méritez, à rester dans des situations qui ne vous conviennent pas parce que vous avez peur de ne pas trouver mieux. Et cette peur, cette croyance fondamentale que vous n'êtes pas assez, est souvent la racine de tous les problèmes relationnels que j'observe dans ma pratique. Alors je vais vous dire quelque chose que je veux que vous entendiez vraiment, que vous laissiez entrer, que vous gardiez avec vous après cette conversation. Vous n'avez pas à mériter l'amour. L'amour n'est pas une récompense pour bonne conduite. L'amour est quelque chose que vous méritez simplement parce que vous existez, parce que vous êtes humaine, parce que vous avez une valeur intrinsèque qui n'a rien à voir avec votre âge, votre apparence, votre passé ou vos erreurs. Et toute relation où vous devez constamment prouver votre valeur n'est pas une relation d'amour, c'est une relation de performance et vous méritez infiniment mieux que ça. La 7e chose qu'un homme fait quand il tombe vraiment amoureux, c'est qu'il cherche à vous rendre heureuse d'une façon qui va au-delà de ses propres préférences. Et c'est là que l'amour véritable se distingue de l'attraction superficielle ou de la commodité. Un homme qui vous apprécie mais ne vous aime pas vraiment va faire des choses pour vous qui lui coûtent peu, des choses qui lui conviennent aussi, des choses qui s'inscrivent dans sa zone de confort. Mais un homme qui tombe vraiment amoureux va faire des choses qui lui coûtent, des choses qui ne sont pas naturellement dans ses habitudes, des choses qu'il fait uniquement parce qu'il sait que ça vous rendra heureuse. Il va regarder ce film romantique qu'il n'aurait jamais choisi seul. Il va aller à ce dîner de famille qui l'intimide parce qu'il sait que votre présence là-bas compte pour vous. Il va apprendre le nom de vos amis, de vos collègues, de vos préoccupations professionnelles, même si ces sujets sont loin de son univers naturel. Il va faire des efforts pour comprendre ce qui vous rend heureuse et il va les faire non pas parce qu'il est obligé, mais parce que votre bonheur est devenu une source de satisfaction pour lui. La psychologie de l'amour romantique nous montre que cette orientation vers le bonheur de l'autre, ce que les chercheurs appellent l'amour altruiste ou l'amour compassionnel, est l'un des prédicteurs les plus fiables d'une relation durable et satisfaisante. Les couples où les deux partenaires sont orientés vers le bonheur de l'autre, pas de façon sacrificielle, pas en s'oubliant eux-mêmes, mais en intégrant le bonheur de l'autre comme une composante de leur propre bonheur. Ces couples sont ceux qui durent, qui s'approfondissent avec le temps, qui deviennent plus riches et plus complexes plutôt que de s'éroder. Et voici ce que je veux que vous compreniez, cette orientation vers votre bonheur de sa part, vous pouvez l'encourager, vous pouvez la cultiver, vous pouvez créer les conditions qui la font s'épanouir. Comment ? En étant vous-même clairement, authentiquement, joyeusement vous-même, en lui montrant ce qui vous rend heureuse, non pas de façon revendicative, non pas avec des exigences, mais avec enthousiasme et gratitude. Quand vous êtes clairement heureuse de quelque chose qu'il a fait, quand vous lui montrez avec authenticité la joie que ça vous procure, vous lui donnez la récompense émotionnelle la plus puissante qui soit, le sentiment d'avoir réussi à rendre la femme qu'il aime heureuse. Et cet homme-là, cet homme qui a réussi à vous rendre heureuse, qui a vu votre joie authentique, qui a ressenti cette satisfaction profonde d'avoir contribué à votre bonheur, cet homme-là ne veut pas vous quitter.
Cet homme-là construit avec vous, reste avec vous, choisit encore et encore d'être avec vous. Parce que vous êtes devenu associé dans son cerveau, dans son cœur, dans sa vie, avec quelque chose de profondément positif, de profondément satisfaisant. Maintenant, je dois vous parler de ce qui se passe si vous n'appliquez pas ces connaissances et je dois être direct parce que je vous respecte trop pour vous épargner la vérité. Si vous ne commencez pas à reconnaître et à répondre à ces 7 comportements, si vous continuez à chercher des déclarations verbales d'amour, là où il envoie des signaux comportementaux, si vous continuez à interpréter son silence comme du désintérêt, ses gestes de protection comme du paternalisme, ses changements de priorité comme des évidences, alors vous allez continuer à vous heurter au même mur dans vos relations, encore et encore, avec différents hommes, mais avec le même schéma. Et ce schéma va vous coûter des années de bonheur que vous méritez de vivre. Et s'il s'agit d'un ex-mari, s'il s'agit d'un homme avec qui vous avez partagé des années de votre vie et que vous voulez peut-être retrouver. Alors je dois vous dire ceci avec toute la clarté dont je suis capable. La fenêtre n'est pas fermée, mais elle se rétrécit. Chaque jour qui passe, il reconstruit sa vie, il rencontre des gens. Et peut-être qu'il y a quelqu'un en ce moment qui lui offre ce qu'il cherche, cette connexion, cette compréhension, ce sentiment d'être vu. Et si cette personne lui donne ça avant que vous ne lui montriez que vous comprenez maintenant ce qu'il a besoin de recevoir, alors vous aurez perdu quelque chose d'irremplaçable. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis ça parce que vous méritez d'agir avec urgence et avec clarté. Vous méritez de ne pas gaspiller une seule journée de plus dans l'incertitude et la confusion. Vous avez les outils maintenant. Vous avez les connaissances. La question c'est allez-vous les utiliser ? Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche à la racine de tout ce dont nous avons parlé. Parce que comprendre les comportements des hommes amoureux, c'est important, c'est précieux, c'est transformateur. Mais ce n'est pas suffisant si vous ne travaillez pas en parallèle sur votre propre rapport à l'amour, à vous-même, à votre valeur. Voici ce que j'ai observé dans ma pratique. Les femmes qui ont les relations les plus épanouissantes, les femmes qui sont vraiment aimées, qui le savent, qui le ressentent, qui en sont nourries, ces femmes ont toutes un commun quelque chose de très spécifique. Ce n'est pas leur apparence physique, ce n'est pas leur niveau d'éducation, ce n'est pas leur situation financière, c'est leur rapport à elles-mêmes. Elles ont développé ce que j'appelle une sécurité intérieure, une certitude fondamentale qu'elles sont dignes d'être aimées, qu'elles méritent d'être bien traitées, qu'elles ont le droit d'avoir des besoins et de les exprimer. Cette sécurité intérieure ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas de la validation des hommes, ni des compliments, ni du fait d'être en relation. Elle vient de l'intérieur, d'un travail patient et courageux sur soi-même, d'une relation bienveillante avec sa propre personne. Et c'est quelque chose que vous pouvez développer, cultiver, renforcer à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation. Comment ? Par la pratique de la pleine conscience. D'abord, pas dans un sens mystique ou ésotérique, mais dans un sens très concret et très laïque. La pleine conscience, telle que je la pratique et la recommande, c'est simplement l'art de revenir à vous-même, à vos sensations, à vos émotions, à vos besoins, avec curiosité et sans jugement. C'est l'art de vous observer avec la même bienveillance que vous accorderiez à une amie chère. Et cette pratique, même quelques minutes par jour, a des effets mesurables sur votre bien-être émotionnel, votre confiance en vous et la qualité de vos relations. Des études en neurosciences ont montré que la pratique régulière de la pleine conscience modifie littéralement la structure du cerveau, renforçant les zones associées à la régulation émotionnelle, à l'empathie et à la prise de décision. Elle réduit l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau associée à la peur et au stress, et augmente la connectivité entre les différentes régions cérébrales. En d'autres termes, elle vous rend littéralement plus calme, plus sage, plus capable de naviguer les complexités des relations humaines. Et voici quelque chose de magnifique, cette qualité de présence que la pleine conscience développe en vous. Cette sérénité, cette clarté, cette profondeur est extraordinairement attractive pour les hommes. Pas parce que vous jouez un rôle, pas parce que vous suivez une stratégie. Mais parce que les êtres humains sont naturellement attirés par les personnes qui sont en paix avec elles-mêmes, qui rayonnent une forme de stabilité émotionnelle, qui n'ont pas besoin de valider constamment leur existence à travers le regard des autres. Je veux vous parler maintenant d'une pratique très concrète que je recommande à beaucoup de mes patientes et que je pratique moi-même depuis des années. Je l'appelle la lettre à soi-même. Le principe est simple. Une fois par semaine, prenez 10 minutes pour écrire une lettre à vous-même, comme si vous écriviez à une amie très chère que vous aimez et respectez profondément.
Dans cette lettre, parlez de votre semaine, de vos défis, de vos réussites, de vos émotions, et parlez-vous avec la même gentillesse, la même bienveillance, la même patience que vous accorderiez à cet ami. Cette pratique peut sembler simple, presque trop simple, mais ses effets sur l'estime de soi et la sécurité intérieure sont documentés et significatifs. Elle vous aide à développer ce que les psychologues appellent l'autocompassion, c'est-à-dire la capacité à vous traiter avec bienveillance même dans vos moments de faiblesse, d'erreur ou d'échec. Et l'autocompassion, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne rend pas les gens passifs ou complaisants. Au contraire, elle leur donne la sécurité émotionnelle nécessaire pour prendre des risques, pour s'engager pleinement dans leurs relations, pour demander ce qu'ils méritent sans peur d'être rejetés. Parce que voici ce qui se passe, c'est quand vous manquez d'autocompassion, vous devenez dépendante de la validation extérieure. Vous avez besoin que lui vous dise que vous êtes belle, que vous êtes intelligente, que vous êtes aimable pour vous sentir belle, intelligente et aimable. Et cette dépendance est épuisante pour vous et pour lui. Elle crée une pression dans la relation qui finit par l'étouffer. Mais quand vous avez développé une base solide d'autocompassion, quand vous savez fondamentalement que vous avez de la valeur indépendamment de ce que les autres pensent de vous, alors vous pouvez vous engager dans une relation depuis un lieu de force et non de besoin. Et ça change tout. Voici quelque chose que je veux que vous gardiez en tête pour toujours. La différence entre vouloir quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un est la différence entre une relation épanouissante et une relation étouffante. Quand vous voulez quelqu'un, quand vous choisissez d'être avec lui parce que sa présence enrichit votre vie déjà riche, c'est magnifique, c'est sain, c'est durable. Mais quand vous avez besoin de quelqu'un, quand vous dépendez de lui pour vous sentir bien dans votre peau, pour vous sentir aimé et valable, alors vous êtes dans une dynamique de dépendance émotionnelle qui finira par nuire à vous deux. Et je sais que cette distinction peut sembler facile à faire intellectuellement, mais difficile à vivre émotionnellement. Parce que quand vous aimez quelqu'un, quand vous avez partagé des années de votre vie avec quelqu'un, la frontière entre vouloir et avoir besoin peut devenir floue. C'est humain, c'est normal, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible ou de dépendant. Mais c'est quelque chose sur lequel il vaut la peine de travailler, parce que les bénéfices en termes de qualité relationnelle sont immenses. Maintenant, je veux revenir sur quelque chose d'important que j'ai évoqué plus tôt et que je veux approfondir. Parce que nous avons parlé de ce que les hommes font quand ils tombent amoureux, mais nous n'avons pas encore parlé de ce que vous pouvez faire pour créer les conditions qui permettent à un homme de tomber amoureux de vous ou de retomber amoureux de vous si c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et la réponse va peut-être vous surprendre parce qu'elle est à la fois très simple et très profonde. La chose la plus puissante que vous puissiez faire pour qu'un homme tombe amoureux de vous, c'est d'être authentiquement et pleinement vous-même. Pas la version de vous-même que vous pensez qu'il veut voir. Pas la version de vous-même qui essaie de plaire, de séduire, de correspondre à une image, mais la vraie vous, avec vos passions, vos opinions, vos contradictions, vos forces et vos vulnérabilités. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif. On nous a tellement appris à nous adapter, à nous rendre désirables, incorrespondants aux attentes des autres, que l'idée d'être simplement soi-même comme stratégie de séduction peut sembler naïve. Mais voici ce que la psychologie nous enseigne. L'authenticité est magnétique. Les personnes authentiques, celles qui ne jouent pas de rôle, qui ne se cachent pas derrière une façade, qui osent être vraiment elles-mêmes, exerçant une attraction extraordinaire sur les autres. Parce que l'authenticité est rare et parce que nous sommes tous, au fond, en quête de connexion réelle dans un monde de surface. Et les hommes, particulièrement les hommes matures, les hommes qui ont eux-mêmes traversé des expériences de vie significatives, sont extraordinairement sensibles à l'authenticité féminine. Ils peuvent sentir la différence entre une femme qui se présente et une femme qui se montre vraiment. Et c'est la femme qui se montre vraiment, avec toute sa complexité et toute sa richesse, qui les touche profondément, qui crée en eux ce sentiment irrépressible de vouloir être plus proche, de vouloir connaître davantage, de vouloir rester. Alors voici votre défi pour cette semaine, identifiez une chose que vous avez peut-être mise de côté dans vos relations, une passion, une opinion, une façon d'être qui vous est vraiment propre et réintroduisez-la. Pas de façon agressive, pas de façon revendicative, juste avec la simplicité et la confiance de quelqu'un qui sait qui il est et qui n'a pas besoin de s'en excuser. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un concept que j'utilise beaucoup dans ma pratique et que j'appelle la présence différenciée. C'est l'art d'être pleinement présent avec quelqu'un tout en restant clairement soi-même, sans se dissoudre dans l'autre, sans perdre sa propre identité dans la relation. Et c'est l'une des compétences relationnelles les plus précieuses et les plus difficiles à développer.
Voici pourquoi c'est important dans le contexte de ce dont nous parlons. Quand une femme commence à perdre son identité dans une relation, quand elle commence à s'effacer pour plaire, à abandonner ses intérêts, ses amis, ses passions pour se centrer entièrement sur l'homme, deux choses se produisent. Premièrement, elle devient progressivement malheureuse parce qu'elle se prive de ce qui la nourrit. Deuxièmement, et c'est paradoxal, elle devient moins attractive pour l'homme. Parce que ce qui l'avait attiré vers elle au départ, c'était précisément cette personne distincte, cette femme avec sa propre vie, ses propres opinions, son propre univers. Et quand cette femme disparaît sous la pression de la relation, l'attraction s'érode. La présence différenciée, c'est donc maintenir cet équilibre délicat entre être vraiment là pour l'autre et rester vraiment soi-même. C'est pouvoir dire j'ai besoin de temps pour mes amis ce week-end, où ce sujet ne m'intéresse pas vraiment, où j'ai une opinion différente de la tienne sur ça, et le dire avec sérénité et sans culpabilité. Parce que ces moments où vous maintenez votre propre identité dans la relation, ces moments où vous ne vous laissez pas absorber, sont précisément les moments où vous restez désirable, intéressante, mystérieuse même. Un homme amoureux ne veut pas une femme qui est entièrement disponible et entièrement dédiée, entièrement centrée sur lui. Ça le fait se sentir étouffé. Ça lui enlève la dimension du désir, parce que le désir naît de la distance légère, de l'altérité, du sentiment que l'autre est une personne distincte avec sa propre vie et sa propre profondeur, que les hommes veulent, ce que tous ces êtres humains veulent au fond, c'est être choisis, pas possédés, pas contrôlés, pas absorbés. Choisissent librement, jour après jour, par quelqu'un qui aurait pu choisir autrement et qui choisit quand même d'être là. Voici quelque chose de fascinant que j'ai observé dans ma pratique clinique et que je veux partager avec vous parce que ça illustre parfaitement ce dont je viens de parler. J'ai eu de nombreux patients, des hommes qui avaient quitté des relations stables et confortables et pour des femmes apparemment moins compatibles sur le papier. Et quand je leur demandais pourquoi, quand je creusais vraiment dans leur motivation profonde, la réponse revenait presque toujours sous une forme ou une autre avec elle je me sens choisi. Je me sens vu comme un homme, pas comme un mari, pas comme un père, pas comme un pourvoyeur, mais comme un homme. Et avec mon ex-femme, je me sentais pris pour acquis. Ce sentiment d'être pris pour acquis est l'ennemi numéro 1 des relations durables. Et il touche les deux sexismes et il touche les hommes d'une façon particulièrement profonde, parce qu'ils ont généralement moins de ressources émotionnelles pour l'exprimer et y faire face. Quand un homme se sent pris pour acquis, il ne va pas vous le dire. Il va progressivement se retirer, chercher ailleurs, construire une vie parallèle émotionnellement. Et quand vous vous en rendez compte, il est souvent trop tard. Comment éviter ça? Comment créer une relation où aucun des deux partenaires ne se sent pris pour acquis? En pratiquant ce que j'appelle la gratitude active. Pas la gratitude passive, celle qu'on ressent intérieurement sans l'exprimer. La gratitude active, celle qu'on exprime clairement, régulièrement, spécifiquement. Pas un merci générique, mais un je remarque que tu fais ça pour moi et je veux que tu saches que ça compte vraiment. Cette pratique simple, appliquée régulièrement, maintient vivante la conscience que l'autre est un choix, pas une évidence, et que ce choix mérite d'être célébré. Je veux maintenant vous parler d'un aspect de la psychologie masculine que très peu de femmes comprennent et qui est pourtant fondamental pour comprendre comment les hommes vivent l'amour. Il s'agit de ce que j'appelle le besoin de compétence dans la relation. Les hommes ont un besoin profond, presque primitif, de se sentir compétents, efficaces, capables dans les domaines qui comptent pour eux. Et quand ils sont amoureux, la relation devient l'un de ces domaines. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont bons dans cette relation, qu'ils contribuent de façon significative, qu'ils font une différence dans votre vie. Et voici ce qui est contre-intuitif. Les femmes très compétentes, très autonomes et très capables, et je parle de vous, peuvent involontairement priver les hommes de ce sentiment de compétence. Pas parce qu'elles font quelque chose de mal, mais simplement parce qu'elles n'ont besoin de rien. Elles gèrent tout elles-mêmes, elles résolvent leurs propres problèmes, elles n'ont pas besoin d'aide. Et l'homme, face à cette femme extraordinaire qui n'a besoin de rien, se sent inutile. Pas rejeté, pas non aimé, mais inutile. Et l'inutilité est une sensation que les hommes supportent très mal dans une relation amoureuse. Alors voici quelque chose de très pratique que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Permettez-vous d'avoir besoin de lui pour de petites choses, pas de façon artificielle, pas de façon manipulatrice. Mais si vous avez besoin d'aide pour quelque chose et que vous pourriez le faire vous-même, demandez-lui de l'aide quand même. Laissez-le vous aider à porter quelque chose de lourd. Demandez-lui son avis sur une décision, même si vous savez déjà ce que vous allez faire. Demandez-lui de vous expliquer quelque chose dans son domaine d'expertise. Ces moments où vous lui permettez de contribuer, de vous aider, d'être utile, sont des moments où vous lui permettez de se sentir compétente dans la relation.
Et un homme qui s'essaie compétent dans sa relation amoureuse est un homme qui veut rester dans cette relation. Je veux vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle la communication du désir. Et c'est un sujet que j'aborde rarement en public parce qu'il touche à quelque chose de très intime, mais je pense que vous êtes prête à l'entendre et que vous en avez besoin. Les femmes entre 45 et 61 ans ont souvent développé une relation complexe avec leur propre désir, avec leur attractivité, avec leur sexualité. Les changements hormonaux, les expériences relationnelles passées, les messages culturels sur ce qu'une femme de cet âge est censée ressentir ou ne pas ressentir, tout cela peut créer une sorte de distance entre vous et votre propre désir. Et cette distance est problématique dans les relations amoureuses parce que le désir est l'un des langages les plus puissants de l'amour. Pas uniquement le désir physique, mais le désir au sens large. Le désir d'être avec l'autre, le désir de le connaître davantage, le désir de partager des expériences avec lui, le désir de le toucher, de l'entendre, de les voir. Ce désir, quand il est exprimé avec authenticité et confiance, est profondément attractif pour les hommes. Il leur dit « tu me rends vivante, tu comptes pour moi, je te veux dans ma vie. Et voici ce que je veux que vous compreniez, vous avez le droit de désirer, vous avez le droit de l'exprimer. » Vous avez le droit d'être une femme désirante et désirable à 50 ans, à 55 ans, à 60 ans. Ce n'est pas inconvenant, ce n'est pas inapproprié, ce n'est pas hors de propos. C'est humain, c'est sain, c'est magnifique. Et les hommes qui méritent votre attention sont ceux qui reconnaissent et célèbrent ce désir plutôt que ceux qui vous font sentir qu'il est excessif ou embarrassant. La recherche en sexologie et en psychologie des relations nous montre d'ailleurs que les femmes dans la cinquantaine et la soixantaine ont souvent une vie amoureuse et sexuelle plus épanouissante que dans leur jeunesse. Précisément parce qu'elles ont développé une meilleure connaissance d'elles-mêmes, une meilleure communication de leurs besoins et une relation plus sereine avec leur propre corps. C'est une des beautés de la maturité que notre culture refuse de reconnaître et que je me fais un devoir de souligner. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un outil très concret que j'ai développé dans ma pratique et que j'appelle la cartographie émotionnelle de la relation. C'est un exercice simple mais profondément révélateur. Prenez une feuille de papier et dessinez 2 cercles qui se chevauchent légèrement, comme un diagramme de veine. Dans le cercle de gauche, écrivez tout ce que vous apportez à la relation, vos qualités, vos contributions, vos forces. Dans le cercle de droite, écrivez tout ce que vous percevez qu'il apporte. Dans la zone de chevauchement, écrivez ce que vous partagez, vos valeurs communes, vos expériences communes, vos projets communs. Cet exercice vous permet de voir la relation avec une clarté remarquable. Il vous aide à identifier ce qui est fort, ce qui est fragile, ce qui manque. Et souvent, en faisant cet exercice, les femmes réalisent qu'elles ont minimisé leurs propres contributions, qu'elles ont donné plus de poids aux contributions de l'homme, qu'elles ont eu tendance à se voir comme la partie moins précieuse de l'équation. Et cette prise de conscience est souvent un tournant important dans leur rapport à elles-mêmes et à la relation. Parce que voici la vérité que je veux que vous portiez avec vous. Dans une relation équilibrée et saine, les 2 partenaires ont une valeur égale. Pas la même valeur, pas des contributions identiques, mais une valeur égale. Et si vous êtes dans une relation où vous vous sentez constamment en position inférieure, où vous avez l'impression de devoir gagner votre place, où vous marchez sur des œufs pour ne pas déplaire, ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation de pouvoir déséquilibré et vous méritez infiniment mieux. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, quelque chose que j'ai vu transformer des vies de façon spectaculaire dans ma pratique clinique. C'est le pouvoir de la reconstruction narrative. Voici ce que j'entends par là. Nous avons tous une histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes, sur nos relations, sur ce que nous méritons, sur ce qui est possible pour nous. Et cette histoire, cette narrative intérieure est extraordinairement puissante parce qu'elle guide nos comportements, nos choix, nos attentes, nos réactions. Si votre narrative intérieure dit « je ne suis pas assez bien pour être vraiment aimé » ou « les hommes finissent toujours par partir » ou « je suis trop vieille pour recommencer », alors cette narrative va se réaliser. Pas par magie, pas par fatalité, mais parce qu'elle va influencer chaque interaction, chaque choix, chaque signal que vous envoyez. Elle va vous pousser à vous comporter d'une façon qui confirme cette histoire, à choisir des situations qui la valident, à interpréter les événements de façon à la renforcer. Mais voici la bonne nouvelle, cette narrative peut être changée, pas du jour au lendemain, pas sans effort, mais elle peut être changée. Et le premier pas pour la changer, c'est de la reconnaître, de l'identifier.
De dire voilà l'histoire que je me raconte sur moi-même et sur l'amour, et de se demander est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle me sert? Et si la réponse est non, alors il est temps de commencer à écrire une nouvelle histoire. Comment? En commençant par les preuves contraires. Cherchez dans votre vie les moments où vous avez été vraiment aimé, vraiment valorisé, vraiment choisi. Cherchez les preuves de votre propre valeur, de votre propre attractivité, de votre propre capacité à créer des connexions profondes. Ces preuves existent, je vous les garantis. Peut-être qu'elles ont été minimisées, peut-être qu'elles ont été oubliées sous le poids des expériences difficiles, mais elles sont là, et en les rassemblant, en les mettant en lumière, vous commencez à construire une narrative différente, une narrative qui vous sert, qui vous élève, qui vous permet d'avancer vers ce que vous méritez vraiment. Voici une question que je vous pose maintenant, et je veux que vous y répondiez honnêtement. Si vous étiez votre propre meilleur ami, si vous vous voyiez de l'extérieur avec tout l'amour et l'objectivité que vous accorderiez à quelqu'un que vous aimez profondément, qu'est-ce que vous vous diriez sur votre valeur? Sur ce que vous méritez? Sur ce qui est possible pour vous? Je parie que vous vous seriez beaucoup plus généreuse, beaucoup plus encourageante, beaucoup plus bienveillante que vous ne l'êtes habituellement envers vous-même. Et cette générosité, cette bienveillance, c'est exactement ce que vous devez commencer à vous accorder. Parlons maintenant de quelque chose de très concret et de très pratique, parce que je sais que vous avez besoin d'outils que vous pouvez utiliser immédiatement, pas des concepts abstraits. Je veux vous parler de ce que j'appelle les micro-moments de connexion et pourquoi ils sont plus importants que les grands gestes romantiques. La recherche de John Gottman, l'un des psychologues les plus respectés dans le domaine des relations amoureuses, a montré quelque chose de remarquable. La qualité d'une relation n'est pas déterminée par les grandes déclarations d'amour ou les voyages romantiques. Elle est déterminée par la qualité des échanges quotidiens les plus ordinaires. C'est ce petit moment où l'un des partenaires fait une tentative de connexion, un regard, un sourire, une question, un commentaire, et l'autre y répond ou non. Gottman appelle ces tentatives de connexion des demandes, et il a découvert que les couples heureux répondent positivement à environ 87% de ces demandes, tandis que les couples en difficulté n'y répondent qu'à environ 33%. Ce n'est pas la grandeur des gestes qui fait la différence, c'est la consistance des petites réponses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Ça veut dire que quand il vous montre quelque chose de drôle sur son téléphone, au lieu de regarder distraitement et de retourner à ce que vous faisiez, vous vous arrêtez vraiment, vous regardez vraiment, vous répondez vraiment. Ça veut dire que quand il fait un commentaire sur quelque chose qu'il a vu dans la rue, vous vous engagez dans la conversation plutôt que de la laisser mourir. Ça veut dire que quand il semble vouloir votre attention, même de façon subtile, vous la lui donnez. Ces micro-moments de connexion répétés des centaines de fois par semaine construisent quelque chose d'extraordinaire, un sentiment de sécurité relationnelle, de confiance mutuelle, de proximité authentique. Et c'est sur cette base que l'amour profond peut s'épanouir et durer. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la dynamique du retour, et c'est particulièrement pertinent si vous essayez de reconnecter avec quelqu'un après une séparation. La dynamique du retour est un phénomène psychologique bien documenté qui décrit ce qui se passe quand deux personnes qui se sont séparées se retrouvent. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas simplement un retour à la case départ. C'est une situation entièrement nouvelle, avec de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux défis. Quand deux personnes se retrouvent après une séparation, elles apportent chacune le souvenir de ce qui s'est passé, les blessures, les malentendus, les erreurs. Mais elles apportent aussi, si elles ont travaillé sur elles-mêmes pendant la séparation, de nouvelles ressources, une nouvelle compréhension, une nouvelle maturité. Et c'est précisément cette croissance personnelle pendant la séparation qui détermine si le retour peut être différent, meilleur, plus durable que la relation d'origine. Que je vois trop souvent, malheureusement, c'est des femmes qui veulent retrouver exactement la relation qu'elles avaient avant, qui veulent revenir à un point qui n'existe plus. Et cette tentative de retour en arrière est vouée à l'échec, parce que le temps a passé, les deux personnes ont changé, et la relation d'avant avait des problèmes qui l'ont conduite à la rupture. Et ce qu'il faut viser, ce n'est pas le retour à avant, c'est la construction d'un après qui est meilleur que tout ce qui a existé. Et pour que cet après soit possible, il faut que vous ayez changé. Pas pour lui plaire, pas pour correspondre à ce qu'il veut, mais pour vous, parce que vous avez compris ce qui n'allait pas dans la relation, parce que vous avez travaillé sur vous-même, parce que vous avez développé de nouvelles compétences relationnelles. Et quand il vous verra, quand il sentira cette différence, quand il réalisera que vous n'êtes plus la même femme qu'avant, pas parce que vous avez changé pour lui, mais parce que vous avez grandi pour vous, alors quelque chose de très puissant peut se produire. Parce que voici ce que les hommes trouvaient irrésistible, une femme qui a traversé quelque chose de difficile et qui en est sortie plus forte, plus claire, plus elle-même.
Pas une femme brisée, pas une femme qui se plaint, pas une femme qui cherche à le culpabiliser pour ce qui s'est passé, mais une femme qui a fait le travail, qui a grandi, qui rayonne une nouvelle qualité de présence. Cette femme-là est extraordinairement attractive. Et si lui vous a aimé avant, s'il y avait quelque chose de réel entre vous, cette nouvelle version de vous va réveiller quelque chose en lui qui ne s'est peut-être jamais complètement éteint. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle la conversation de vérité et pourquoi elle est souvent le tournant décisif dans une relation ou dans une tentative de réconciliation. La conversation de vérité, c'est ce moment où deux personnes abandonnent les stratégies, les façades, les jeux relationnels et se parlent vraiment. Où elles disent ce qu'elles ressentent vraiment, ce qu'elles veulent vraiment, ce dont elles ont vraiment besoin. Cette conversation est terrifiante pour beaucoup de gens parce qu'elle implique une vulnérabilité totale. Elle implique de risquer d'être rejeté, de ne pas être compris, de ne pas obtenir ce qu'on espère. Mais elle est aussi la seule façon de créer une vraie connexion, une vraie compréhension mutuelle, une vraie intimité. Et sans cette intimité, il n'y a pas d'amour durable possible. Comment avoir cette conversation? Je vais vous donner quelques principes concrets. Premièrement, choisissez le bon moment. Pas quand l'un de vous est fatigué, stressé sur la défensive, mais au moment de calme, de disponibilité mutuelle. Deuxièmement, commencez par vous. Parlez de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin, sans accuser, sans blâmer, sans vous plaindre. Utilisez des formulations en je plutôt que des formulations en tu. Dites « je me suis senti seul » plutôt que « tu ne faisais jamais attention à moi ». Troisièmement, écoutez vraiment, pas pour préparer votre réponse, mais pour comprendre. Laissez-le parler sans l'interrompre, sans le fouger, avec une vraie curiosité pour ce qu'il ressent. Et quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, soyez prête à entendre quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre, parce que la vérité n'est pas toujours ce qu'on espère. Et si vous entrez dans cette conversation avec l'idée fixe d'obtenir un résultat spécifique, vous n'êtes pas vraiment en train d'avoir une conversation de vérité, vous êtes en train de mener une négociation. Et la différence entre les deux est fondamentale. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui me semble crucial pour la suite de votre vie amoureuse, indépendamment de ce qui se passe avec lui. Je veux vous parler de ce que j'appelle votre écologie relationnelle, c'est-à-dire l'ensemble des relations qui vous entourent et qui nourrissent ou épuisent votre énergie émotionnelle. Parce que voici quelque chose que j'ai observé dans ma pratique. Les femmes qui sont le plus heureuses en amour ne sont pas nécessairement celles qui ont trouvé le partenaire parfait. Ce sont celles qui ont une vie relationnelle riche et équilibrée, avec des amis profonds, des liens familiaux nourrissants, des connexions sociales et stimulantes. Ces femmes n'attendent pas de leur partenaire qu'il soit tout pour elles parce qu'elles ont déjà une vie relationnelle riche qui les nourrit. Et cette absence de pression sur le partenaire crée paradoxalement des relations amoureuses plus légères, plus joyeuses, plus durables. Alors voici une question importante. Comment est votre écologie relationnelle en ce moment? Avez-vous des amis proches avec qui vous pouvez être vraiment vous-même? Avez-vous des activités sociales qui vous stimulent et vous font vous sentir vivante? Avez-vous des connexions qui vous rappellent votre valeur et votre richesse indépendamment de votre situation amoureuse? Si la réponse est non, ou si c'est insuffisant, alors travailler sur votre écologie relationnelle est aussi important, peut-être même plus important à court terme, que de travailler sur votre relation amoureuse. Parce que quand vous avez une vie pleine et riche, quand vous êtes entouré de personnes qui vous aiment et vous valorisent, vous entrez dans votre relation amoureuse depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque. Et cette différence est transformatrice. Elle change la dynamique de la relation, elle change la qualité de votre présence, elle change ce que vous êtes prête à accepter et ce que vous refusez de tolérer. Je veux vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle le paradoxe de la disponibilité. Et c'est quelque chose que j'ai observé encore et encore dans ma pratique et qui illustre parfaitement un principe fondamental de la psychologie de l'attraction. Le paradoxe est le suivant: plus vous êtes disponible pour quelqu'un, moins vous êtes désirable. Et inversement, plus vous avez une vie pleine et riche qui vous rend parfois moins disponible, plus vous êtes désirable. Ce n'est pas une stratégie de manipulation, c'est une réalité psychologique. Le désir naît de la légère inaccessibilité, du sentiment que l'autre a une vie propre, des priorités propres, une existence indépendante et riche. Quand vous êtes entièrement disponible, entièrement centré sur quelqu'un, vous lui envoyez inconsciemment le signal que votre vie est vide sans lui. Et ça crée une pression, une lourdeur dans la relation qui finit par l'étouffer. Mais quand vous avez une vie pleine, quand vous avez des passions, des projets, des amis, des activités qui vous rendent parfois moins disponible, vous lui envoyez un signal très différent. Je suis une personne complète. Et
épanoui et je choisis de partager une partie de cette vie pleine avec toi. Et ce choix conscient et libre de lui accorder votre temps et votre attention est extraordinairement précieux et extraordinairement désirable. Alors voici votre défi pour aujourd'hui, identifiez une chose que vous avez peut-être mise de côté, une passion, une activité, un projet, et recommencez à vous y investir. Pas pour le rendre haloux, pas pour jouer un jeu, mais parce que vous le méritez, parce que cette chose vous nourrit, et parce qu'en vous nourrissant vous-même, vous devenez plus riche, plus vivante, plus désirable. Voici quelque chose que je veux vous dire maintenant, et je veux que vous l'entendiez vraiment, que vous le laissiez intraire dans votre cœur et dans votre esprit. Vous êtes à un moment de votre vie qui est extraordinaire. Pas malgré votre âge, mais à cause de lui. Vous avez derrière vous des décennies d'expérience humaine, de croissance, de résilience, de sagesse accumulée. Vous avez traversé des choses qui vous ont forgé, qui vous ont rendu plus profonde, plus complexe, plus intéressante. Et vous avez devant vous encore des décennies de vie à vivre, d'amour à donner et à recevoir, de connexion à créer et à nourrir. Ne laissez personne vous dire que le meilleur est derrière vous. Ne laissez pas une culture obsédée par la jeunesse vous convaincre que vous avez passé votre date de péremption amoureuse. C'est un mensonge et je me base contre ce mensonge depuis des années dans ma pratique et dans mes écrits. Les femmes mitures sont extraordinairement désirables, extraordinairement précieuses, extraordinairement capables d'amour profond et durable. Et les hommes qui le comprennent, les hommes qui ont eux-mêmes la maturité nécessaire pour apprécier ce que vous avez à offrir, ces hommes-là cherchent précisément quelqu'un comme vous. Maintenant, je veux revenir sur les 7 choses dont nous avons parlé et vous donner un plan d'action concret, quelque chose que vous pouvez commencer à mettre en pratique immédiatement. Parce que la connaissance sans l'action ne change rien et vous avez trop de valeur pour rester dans la contemplation. La première chose à faire dès aujourd'hui, c'est de pratiquer la reconnaissance active. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois qu'un homme fait quelque chose pour vous, peu importe à quel point c'est petit, reconnaissez-le explicitement, regardez-le dans les yeux, dites merci d'une façon qui montre que vous avez vraiment vu. Observez ce qui se passe dans la dynamique entre vous. La deuxième chose à faire, c'est de commencer à écouter le langage des projets. Quand un homme vous inclut dans son futur, même de façon anodine, répondez avec enthousiasme. Montrez-lui que vous aussi, vous vous projetez avec lui. Utilisez le pronom « nous » dans vos conversations et observez l'effet que ça a. La troisième chose à faire, c'est de pratiquer la vigilance douce en retour. Commencez à remarquer les détails de sa vie, ses préférences, ses habitudes, ses peurs, ses joies, et montrez-lui que vous les avez remarquées, pas de façon intrusive, pas de façon excessive. Juste de petits gestes qui lui montrent que vous faites vraiment attention à lui en tant que personne. La quatrième chose à faire, c'est de pratiquer la présence sans pression. La prochaine fois qu'il devient silencieux ou qu'il semble se retirer légèrement, donnez-lui de l'espace avec sérénité. Dites-lui « je suis là si tu veux parler et sinon c'est bien aussi ». Et puis faites quelque chose pour vous, observez comment il revient vers vous quand il n'est pas poussé. La cinquième chose à faire, c'est de lui permettre de contribuer. Laissez-le vous aider pour de petites choses. Demandez-lui son avis même si vous savez déjà ce que vous allez faire. Montrez-lui que sa contribution compte, que sa présence fait une différence dans votre vie. La sixième chose à faire, c'est d'accueillir sa vulnérabilité. La prochaine fois qu'il vous confie quelque chose de personnel, résistez à l'envie de donner des conseils ou de minimiser. Dites simplement merci de me faire confiance avec ça. Et observez comment ça ouvre quelque chose entre vous. Et la septième chose à faire, c'est d'exprimer votre joie authentique. Quand quelque chose qu'il fait vous rend vraiment heureuse, montrez-le. Pas de façon exagérée, pas de façon artificielle, mais avec une authenticité totale. Laissez-le voir votre bonheur, laissez-le savoir qu'il y a contribué, parce que votre joie authentique est le cadeau le plus précieux que vous puissiez lui offrir. Et au-delà de tout ça, au-delà de ces 7 outils pratiques, il y a quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui les sous-tend tous et qui est la base de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. C'est votre rapport à vous-même, c'est la qualité de la relation que vous avez avec votre propre personne. Parce que toutes les stratégies du monde, toutes les connaissances psychologiques les plus sophistiquées ne peuvent pas remplacer cette base fondamentale. Aimez-vous, pas de façon narcissique, pas de façon complaisante. Mais avec la même bienveillance, la même patience, la même générosité que vous accorderiez à quelqu'un que vous aimez profondément. Traitez-vous avec respect, défendez vos limites. Choisissez des situations et des personnes qui vous élèvent plutôt que celles qui vous épuisent. Et rappelez-vous chaque jour que vous méritez d'être vraiment aimé, vraiment vu, vraiment choisi.
Parce que voici la vérité finale de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Les hommes tombent vraiment amoureux des femmes qui savent qui elles sont, qui s'aiment et se respectent, qui ont une vie riche et une présence authentique. Pas des femmes parfaites, pas des femmes sans faille, pas des femmes qui ont tout résolu, mais des femmes vraies, des femmes vivantes et des femmes qui s'engagent pleinement dans leur propre existence et qui invitent l'autre à y participer depuis un lieu de force et non de besoin. Et vous êtes cette femme, ou vous pouvez le devenir si vous ne l'êtes pas encore tout à fait. Et le chemin vers cette version de vous-même commence maintenant avec les outils que vous avez reçus aujourd'hui, avec la conscience que vous avez développée au cours de cette conversation, avec la décision de vous traiter avec la valeur que vous méritez vraiment. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je sais que c'est un investissement significatif et je veux que vous sachiez que je prends cet investissement très au sérieux. Mon objectif dans tout ce que je partage est de vous donner des outils réels, ancrés dans la science, testés dans la pratique clinique, qui peuvent faire une vraie différence dans votre vie. Pas des formules magiques, pas des promesses si réalistes, mais des connaissances solides et des pratiques concrètes que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a touché, si vous avez reconnu des situations, des schémas, des opportunités que vous n'aviez pas vues avant, alors je vous invite à continuer ce voyage avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne parce que chaque semaine j'apporte de nouvelles perspectives, de nouveaux outils, de nouvelles conversations sur les thèmes qui comptent vraiment, l'amour, les relations, la psychologie humaine et surtout votre épanouissement personnel. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo parce que ce que je prépare pour les prochaines semaines est encore plus riche et plus transformateur que ce que nous avons exploré aujourd'hui. Et si vous avez une question, une réflexion, une expérience que vous voulez partager, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tous ces commentaires et votre témoignage peut aider d'autres femmes qui vivent des situations similaires à la vôtre. Parce que nous sommes plus forts ensemble et la connaissance partagée a un pouvoir multiplicateur extraordinaire. Prenez soin de vous, vous le méritez vraiment. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas en train de chercher quelqu'un qui vous complète. Vous êtes déjà complète, vous cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez vous épanouir encore davantage. Et cette personne existe. Et avec les outils que vous avez maintenant, vous êtes beaucoup mieux équipé pour la reconnaître, pour la laisser entrer dans votre vie et pour construire avec elle quelque chose de vraiment beau. À très bientôt.